Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Donc, je vais attendre quelques instants parce que vous étiez assez nombreux à vous être inscrits. Vous étiez plus de 200 inscrits pour le webinaire d'aujourd'hui. Donc voilà, j'ai les connexions qui sont en train de grimper. On va attendre que ça se stabilise avant de démarrer le webinaire. Donc, c'est encore en train de monter. Apparemment, donc c'est le sujet intéresse beaucoup de monde. C'est tant mieux. Donc ça a l'air de commencer à se stabiliser. Ah non, il y a encore pas mal de gens qui se connectent. J'attends encore quelques instants et puis on va démarrer. Bon, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Donc, merci de nous rejoindre pour ce webinaire intitulé Santé au travail, quelle offre pour accompagner les entreprises et leurs salariés. Donc, le webinaire est prévu pour une durée d'1 heure environ. Nous aurons une dernière partie de 15 à 20 minutes qui sera consacrée à vos questions. Le webinaire est organisé dans le cadre des 4e rencontres santé-travail du réseau Présence, qui est l'organisme national représentatif des services de prévention et de santé au travail interentreprises. Ce réseau est structuré en associations régionales, dont l'association Présence PACA Corse, qui est à l'origine du webinaire d'aujourd'hui. Donc, Présence PACA Corse est constitué de 7 services de prévention et de santé au travail interentreprises. Vous pouvez retrouver toutes leurs coordonnées sur notre site internet à la rubrique Le réseau. Alors, avant de démarrer la série de questions de ce webinaire, je vais laisser nos intervenants se présenter en démarrant par Madame Sandrine Magnan. Oui, bonjour à tous. Je suis donc Sandrine Magnan, directrice du service de santé l'AISMT 04, mais également dans l'organisation de notre réseau Présence PACA Corse. J'assume ce qu'on appelle le rôle d'être délégué général pour animer l'ensemble de ce réseau. Merci. Je donne la parole maintenant au docteur Griffaton. Bonjour, docteur Griffaton. Moi, je travaille à l'ISMT 13 à Marseille, où je suis à la fois médecin référent et médecin d'une équipe pluridisciplinaire sur le secteur sud de Marseille. Merci beaucoup. Docteur Rariboson. Bonjour, je m'appelle Éric Rariboson, je suis médecin du travail dans le Var à l'AIST 83 sur le secteur de Fréjus et également médecin coordinateur général du service. Merci. Et Monsieur Griva. Oui, bonjour, Jean-Luc Griva, je suis directeur d'expertise, service dédié à l'industrie. Merci. Et donc, moi, je suis Cécile Cioni, chargée de communication pour Présence PACA Corse et aujourd'hui, je serai en charge de l'animation du webinaire. Une petite précision, pour vos questions, en fait, vous aurez une fenêtre que vous pourrez utiliser, la fenêtre QR qui se trouve le bouton en bas de votre écran, en principe. N'utilisez pas le bouton de discussion parce qu'il est désactivé. Donc, voilà. Donc, utilisez le bouton QR et on répondra à vos questions à la fin du webinaire. Alors, avant de démarrer les questions auprès des intervenants, je vous rappelle qu'en adhérant à un service de prévention et de santé au travail interentreprise, votre entreprise accède à un ensemble de services qui sont compris dans votre cotisation et qui vous permettent de mettre en œuvre la prévention au sein de votre entreprise. Donc, avec ce webinaire, le but est de pouvoir vous présenter ces différents services qui sont utiles à votre entreprise. Donc, nous allons commencer avec une première série de questions qui vont nous permettre de définir les contours de l'offre socle. Et pour démarrer, je vais me tourner vers Monsieur Griva. Est-ce que vous pouvez nous présenter les 3 axes qui composent l'offre socle? Oui, bien sûr, je vais juste revenir un petit peu sur l'origine de cette offre socle. Donc, c'est une nouvelle réforme de la santé au travail qui fait suite à l'ANI, donc l'accord national interprofessionnel de 2020, entre les partenaires sociaux qui ont souhaité donner un nouvel élan à la santé au travail. Donc, les orientations des partenaires sociaux à travers cette ANI, c'était de promouvoir une prévention primaire opérationnelle au plus proche des réalités du travail, promouvoir aussi une qualité de vie au travail en articulation avec la santé au travail et promouvoir une offre de services, des services de prévention de santé au travail, efficiente et de proximité. Donc, c'est cette dernière partie sur laquelle nous allons revenir et qui a été transposée par la loi du 2 août 2021. Donc, c'est une offre de services, des services de santé au travail, de prévention de santé au travail, parce qu'on a changé de nom aussi en même temps, construite autour de l'aide à l'évaluation des risques professionnels,
du suivi individuel de l'état de santé et des actions de prévention de la désinsertion professionnelle quand une situation met en jeu le maintien dans l'emploi d'un travailleur. D'ailleurs, c'est cette nouvelle mesure pour prévenir la désinsertion professionnelle donne lieu à des possibilités d'un rendez-vous de liaison entre le salarié et l'employeur pendant un arrêt de travail, organisé soit à l'initiative de l'employeur ou du salarié, instaurer aussi une visite de mi-carrière pour anticiper des situations liées à l'usure professionnelle ou encore permet la formalisation du dispositif de laisser encadrer dans le code de la sécurité sociale. Donc, tout ça pour dire que c'est un ensemble socle de services assurés pour les entreprises et leurs salariés qui couvrent les missions prévues par la loi en s'articulant avec une offre de services complémentaires si besoin, en fonction des besoins spécifiques qui répondent à des enjeux soit de territoire, soit de branche ou soit d'entreprise. Merci beaucoup. Une question maintenant pour Madame Magnan. Est-ce que cette offre socle prévoit un suivi pour les chefs d'entreprise et si oui, de quelle manière? Votre micro, Madame Magnan. Donc, en effet, merci pour le micro. C'est vrai que cette offre socle vis-à-vis des salariés que tout le monde connaît, en effet, les services de prévention et de santé au travail, en ce qui concerne le fait de ne pas altérer l'état de santé du salarié du fait de son travail, avait une volonté aussi de clarifier et de rendre beaucoup plus lisible ce qui est fait sur ces trois parties, agir en prévention au cœur de l'entreprise, assurer son suivi et s'il a une problématique de santé, assurer son maintien dans l'emploi. Depuis cette loi et depuis les derniers décrets, en effet, un chef d'entreprise qui est déjà adhérent dans un service de santé au travail peut finalement bénéficier lui aussi de ce suivi de l'état de santé, aussi pour deux raisons, puisque souvent dans les très petites entreprises, souvent le patron, c'est le patron ouvrier, hein, il fait aussi les deux, il est exposé aussi au même risque que ses salariés, mais aussi si on n'est pas forcément dans les mêmes risques, hein, si on est gérant d'une entreprise d'électricité, même si on ne fait plus peut-être des actes d'électricité en tant que tel, on peut avoir ce suivi. Ce n'est pas une obligation. C'est une option qui est proposée au chef d'entreprise, car sa santé, finalement, c'est aussi la santé de son entreprise. Nous avons pour ça aussi, avec l'ensemble des services de santé au travail, mis en place depuis mars 2023 un système de prévention de l'épuisement professionnel du chef d'entreprise au travers d'un questionnaire qui permet de s'auto-évaluer grâce au soutien de ce qu'on appelle l'Observatoire à Maroc et du professeur Torres, qui est donc un universitaire. Ça fait plus de 10 ans qu'il travaille sur la santé du dirigeant, qui est un petit peu spécifique par rapport aux salariés, puisqu'il a un petit peu plus de ressources. Il n'est pas dans un lien de subordination en tant que tel. Et donc, on va pouvoir progressivement, chaque service de santé de la région PACA va développer cet outil et les chefs d'entreprise auront donc accès à cette auto-évaluation pour voir si finalement il est bien, si finalement il est un peu moins bien, et s'il a besoin d'aide, éventuellement toujours sur volontariat, il pourra solliciter aussi notre accompagnement. Eh bien, merci beaucoup pour ces précisions. Toujours pour Madame Magnan, l'offre socle des services de prévention et de santé au travail prévoit également une offre complémentaire et une offre spécifique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit exactement? Alors, en effet, l'offre socle, c'est vraiment reclarifier la question de qu'est-ce qui est compris en effet dans la cotisation. Je suis une entreprise, j'ai 4 salariés, j'ai une obligation d'adhérer. À quoi j'ai à faire face à cette cotisation. C'était aussi pour pouvoir harmoniser les pratiques des 250 services de santé au niveau de la France. Donc, il est proposé ensuite un terme, offre complémentaire et offre spécifique. L'offre complémentaire permet, j'allais dire, en plus de cette offre socle, de pouvoir proposer une offre plus spécifique. J'allais dire qu'il peut se retrouver aussi en concurrence avec d'autres prestataires qui existent dans l'accompagnement des risques, comme il existe des préventeurs comme des psychologues du travail, comme des ergonomes qui sont aussi à leur compte. Globalement, c'est de pouvoir proposer aussi avec une autre tarification, où là, c'est libre choix. On peut être mis, bien sûr, en concurrence avec d'autres prestataires, mais vous pouvez aussi signer cette offre complémentaire avec votre service de santé. Je vous invite à vous rapprocher ou pas de votre service de santé au travail pour savoir s'il propose ou pas cette offre complémentaire en tant que telle, pour répondre peut-être à des études ergonomiques beaucoup plus poussées, peut-être à des diagnostics organisationnels qui sont au-delà, bien sûr, de l'offre de base. L'offre spécifique, c'est un terme qu'on va utiliser pour pas mettre, j'allais dire, dans le même panier les travailleurs et le chef d'entreprise et les travailleurs indépendants. Puisqu'en effet, nous pouvons aujourd'hui proposer aussi cette offre de suivi de l'état de santé, de prévention, mais aussi de retour à l'emploi et de maintien à l'emploi
aux travailleurs indépendants, qu'ils aient ou pas des salariés. Et c'est pour ça qu'on préfère parler de spécifique, puisque pareil, c'est une adhésion volontaire, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas une durée illimitée en tant que telle. C'est pour ça qu'on utilise aujourd'hui ces 3 termes pour bien clarifier ce qui correspond à la cotisation annuelle, ce qui correspond à un devis, à un contrat de prestation qui est clarifié sur le pourquoi, le comment et à quel prix, et l'offre spécifique qui va concerner les travailleurs indépendants et les chefs d'entreprise. Merci beaucoup. Alors maintenant, nous allons passer au premier axe de l'offre au socle avec des questions sur le suivi individuel de l'état de santé. Et je vais me tourner vers nos médecins du travail avec une première question pour le docteur Griffaton. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment l'offre au socle permet de répondre aux exigences réglementaires en termes de suivi individuel? Alors oui, depuis la loi El Khomri qu'on a déployée, qui a été déployée suite à des décrets parus fin 2016, depuis début 2017, il a été défini 3 modalités de suivi individuel qui sont ajustées selon les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés ou bien selon leur situation individuelle. L'employeur est responsable en fait du choix de ces catégories de suivi, mais bien évidemment, les équipes pluridisciplinaires en santé et travail des services de santé peuvent conseiller l'employeur si besoin pour optimiser ses choix. Ces entretiens individuels, duels, sont bien évidemment confidentiels et sont réalisés par des médecins, mais également par des infirmiers en santé au travail, qui vont constituer à alimenter un dossier médical en santé au travail. Donc, vous voyez à l'écran les 3 types de suivi qu'il existe depuis cette loi El Khomri. Donc, on parle de suivi individuel général, lorsque le salarié n'est pas exposé à des risques particuliers. Et dans ces cas-là, la périodicité des entretiens sera au maximum de 5 ans. Dans le cadre des suivis individuels renforcés, les salariés sont là suivis de manière plus rapprochée car ils sont exposés à des risques qui ont été déterminés. Ça peut être par exemple une exposition à des poussières d'amiante ou bien une exposition à un risque électrique ou encore la conduite d'engins particuliers. Dans ces cas-là, un suivi ou avec un infirmier ou avec un médecin devra être réalisé au maximum tous les 2 ans. Et enfin, le suivi individuel adapté concerne là des situations particulières, une personne en situation de handicap ou bien un travailleur de nuit ou encore une femme enceinte. Et la périodicité des suivis sera alors de maximum 3 ans. Merci beaucoup. Toujours docteur Griffaton, est-ce que vous pouvez nous présenter les différentes visites qui sont comprises dans l'offre au socle? Alors, on vient de voir les catégories de suivi qui vont en fait définir les périodicités, mais il est effectivement intéressant que chacun sache quel type de visites vont pouvoir être organisées. Les visites d'embauche sont peut-être celles qui sont le plus connues, et selon la catégorie que nous venons de voir, eh bien, le salarié sera reçu avant la prise de poste ou bien dans les 3 mois qui suivent la prise de fonction. Dans le cadre des visites périodiques, on l'a vu, la périodicité peut aller de 2, 3 ou 5 ans en fonction du type de suivi. Les visites de reprise et de pré-reprise, là aussi, ont connu quelques modifications récentes puisque aujourd'hui, une visite de reprise doit être organisée lorsqu'un salarié est en arrêt depuis plus de 60 jours en arrêt maladie. Mais ce suivi est resté fixé à 30 jours lorsque l'arrêt fait suite à un accident de travail. Et puis, les femmes qui reviennent d'un congé maternité doivent également être reçues avant leur prise de poste. Rajoutons aussi que, indépendamment de ces visites obligatoires, il est très intéressant et important que le salarié sache qu'il peut, à tout moment, demander à rencontrer le médecin du travail, bien évidemment avec des éléments médicaux, lorsqu'il présente une difficulté justement à concilier son état de santé et son travail. De même, lorsqu'il est en arrêt maladie, le salarié peut demander à bénéficier d'une visite de pré-reprise. C'est un moment tout à fait privilégié qui va permettre de réfléchir aux modalités de reprise du travail après un arrêt long ou dans le cadre d'une pathologie chronique. Et ce type de visite, dont nous faisons vraiment la promotion aujourd'hui dans nos services de santé, permet de programmer une visite ou une reprise de type temps partiel thérapeutique ou encore essai encadré qui a été, dont les modalités ont été reprécisées lors de la loi d'août 2021. Alors, toutes ces visites, comme je vous l'ai dit précédemment, peuvent être
déléguée à un infirmier en santé au travail, sous protocole toujours, mais en revanche, seul un médecin va pouvoir formuler des préconisations ou des restrictions à l'employeur. Et donc, dès lors qu'un infirmier constate qu'il y a une difficulté particulière, le salarié sera réorienté vers le médecin du travail. Eh bien, merci pour cette présentation des visites. Alors, docteur Arrivozon, avec la récente réforme de la santé au travail qui a été instaurée par la loi du 2 août 2021, il y a eu de nouvelles visites qui ont fait leur apparition. Est-ce que vous pouvez nous les présenter et nous expliquer leur intérêt? La première visite qui a été créée par cette loi du 2 août 2021, c'est la visite post-exposition. Le but de cette visite, c'est de vérifier avec le salarié s'il a bien été exposé à certains risques particuliers, notamment les poussières d'amiante dont on a discuté tout à l'heure, ou exposé aux poussières de bois ou d'autres cancérigènes. Également pour ceux qui ont été exposés à des vibrations, à du bruit, au travail de nuit. Toutes ces expositions doivent faire l'objet d'une visite quand l'exposition cesse. Soit parce que le salarié quitte ce poste pour en prendre un autre, soit parce qu'il part à la retraite. Donc, ces visites de post-exposition sont sous la responsabilité de l'employeur qui doit prévoir que le salarié puisse avoir ce rendez-vous. Le salarié vient et on définit avec lui les modalités d'un suivi adapté. Alors, soit un suivi post-professionnel pour ceux qui partent à la retraite, soit un suivi post-exposition pour ceux qui continuent à avoir une activité professionnelle. On l'aide à réaliser les courriers pour la sécurité sociale, pour son médecin traitant, pour qu'il puisse réaliser ce suivi. La deuxième visite qui a été créée, c'est la visite de mi-carrière qui doit se réaliser à l'âge de 45 ans pour tous les salariés. Ça pourra évoluer à l'avenir puisque si une convention professionnelle prévoit de le faire à un autre âge, ce sera fait à un autre âge, mais pour l'instant, pour tout le monde, c'est à 45 ans. Cette visite de mi-carrière doit permettre de voir avec le salarié s'il va pouvoir continuer à assurer son poste de travail jusqu'à la retraite. Et donc, ça doit nous permettre de vérifier qu'il n'y a pas de risque de désinsertion professionnelle pour ce salarié. Si jamais il y a un risque de désinsertion professionnelle, on lui explique toutes les modalités qui s'offrent à lui pour pouvoir soit se réorienter, soit aménager son poste en accord avec son employeur. Et puis, il y a une troisième visite qui n'en est pas vraiment une, c'est le rendez-vous de liaison. Monsieur Griva en a parlé tout à l'heure. L'employeur doit solliciter ses salariés qui ont un arrêt de plus d'un mois et leur proposer un rendez-vous de liaison où nous sommes associés en tant que service de prévention et de santé au travail. Donc, ce ne sera pas forcément le médecin, ce sera quelqu'un de l'équipe pluridisciplinaire qui pourra participer à ce rendez-vous pour proposer aux salariés toutes les mesures qui s'offrent à lui pour le maintien dans l'emploi et la prévention de la désinsertion professionnelle. Pardon. Merci beaucoup. Donc maintenant, nous allons nous intéresser au deuxième axe de l'offre socle, qui est la prévention des risques en entreprise. Et une première question pour le docteur Arrivozon, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment des services de prévention et de santé au travail accompagnent les entreprises au niveau de la prévention primaire? Alors, il y a plusieurs axes. On accompagne les entreprises en règle générale grâce à notre fiche d'entreprise. C'est un document que nous devons à tout nouvel adhérent et qu'on doit mettre à jour tous les 4 ans. Ce document liste les risques auxquels sont soumis les salariés de l'entreprise et nous mettons aussi dans cette fiche d'entreprise les actions qu'a mis l'employeur en marche pour diminuer les risques, ou on peut aussi mettre, nous, les conseils qu'il peut mettre en place pour diminuer ces risques. Nous aidons aussi de plus en plus l'employeur à réaliser son document unique d'évaluation des risques s'il ne l'a pas réalisé. C'est un axe fort de cette nouvelle loi qui nous demande d'aider vraiment de plus en plus les employeurs à réaliser ce document quand ils ne l'ont pas réalisé ou à le mettre à jour quand il a déjà été réalisé. Nous avons des professionnels qui sont vraiment certifiés, qui ont l'habitude de travailler sur le terrain, et c'est une des forces des services d'avoir établi des équipes pluridisciplinaires importantes pour pouvoir être le plus en plus sur le terrain.
Nous accompagnons bien sûr l'employeur dans l'amélioration des conditions de travail, puisque une fois que nous avons fait le bilan des risques dans son entreprise, on lui donne tous les conseils pour que ces risques soient diminués. Nous accompagnons effectivement aussi l'employeur sur des risques spécifiques comme les risques psychosociaux, le risque chimique, les troubles musculo-squelettiques. Nous avons des professionnels comme les IPRP qui sont vraiment spécialisés dans l'ergonomie, dans l'évaluation du risque chimique. Nous avons des toxicologues, des psychologues du travail qui nous aident au quotidien à aider l'employeur à diminuer ces risques-là. Et enfin, nous avons des ateliers de sensibilisation aux risques professionnels, soit en entreprise pour des risques particuliers, soit en interentreprise dans nos centres. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Juste une précision, je fais une petite parenthèse parce que vous commencez à poser des questions, donc ne vous inquiétez pas, pour l'instant, on n'y répond pas directement, mais elles seront traitées à la fin du webinaire. Voilà, je vous rassure pour ceux qui nous ont pris en cours de route. Sur cette thématique-là de la prévention des risques en entreprise, Monsieur Grivin, est-ce que vous pouvez peut-être apporter une précision sur la position que les services de prévention et de santé au travail ont dans cette prévention, notamment par rapport à d'autres acteurs institutionnels? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, la loi nous renforce dans le domaine de la prévention et renforce notre rôle de conseil. Pour autant, c'est quelque chose que nous avons toujours fait, mais depuis très peu, voilà, et depuis l'accord avec les partenaires sociaux, c'est quelque chose qui est mis en avant. En fait, notre raison d'être aujourd'hui, même si elle a toujours été, mais de façon plus marquée, c'est de devenir le partenaire privilégié de l'entreprise. C'est-à-dire, c'est que l'entreprise, à chaque moment, on va dire, de sa vie, à partir du moment où elle aura une question en santé et sécurité au travail, il faut pour autant voilà, être le partenaire, on va dire, privilégié de l'entreprise et être, on va dire, leur partenaire sur toutes ces questions-là. Alors, nous sommes en lien avec tout un tas d'organismes, d'institutions voilà, qui sont liés, qui sont sur le secteur de la prévention. Et nous sommes le point d'entrée pour les entreprises, justement, pour les amener à découvrir et voire même à profiter d'un certain nombre de dispositifs qui pourraient leur être favorables. C'est pour ça qu'on se positionne plutôt on va dire, en partenaire plutôt que comme une décision qui pourrait être, on va dire, plutôt dans la réparation ou même dans la sanction. Voilà. Ouais, ok, très bien. C'était bien de rappeler cette notion de conseil et pas de contrôle. Mais parfois, très bien, merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer au dernier axe de l'offre socle, qui est la prévention de la désinsertion professionnelle, avec une première question pour le docteur Griffaton. Au niveau donc de l'offre socle, la prévention de la désinsertion professionnelle devient un axe majeur, même si c'était déjà quelque chose qui était dans l'émission des services de prévention et de santé au travail. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi cette prévention de la désinsertion professionnelle est également un enjeu pour les entreprises? Oui, alors bon, peut-être qu'on peut définir de manière très brève aussi ce que c'est que ce risque de désinsertion professionnelle dont on parle beaucoup. Finalement, ça correspond au risque de perdre un emploi couplé à une capacité réduite d'occuper un autre métier. Le plus souvent, et en ce qui concerne les salariés que nous recevons en consultation, sont pour des raisons médicales ou sociales. Alors c'est vrai que le recul de l'âge de retraite aujourd'hui mettra peut-être aussi quelques éléments d'accélération sur ce type de problématiques selon les métiers occupés. Alors les enjeux, ils sont multiples parce que l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail, ça a un coût humain et social, c'est celui auquel moi en tant que médecin je suis le plus sensible, c'est évident, et d'un point de vue collectif, il y a un enjeu également de santé publique qui est majeur. Mais en lien de proximité avec les employeurs, nous savons également quelles sont les conséquences organisationnelles dans une équipe de travail lorsque un salarié soit s'absente de manière régulière pour des raisons de santé, soit effectivement déclaré inapte. Et nous sommes aussi confrontés et en proximité là aussi avec l'employeur aux complexités juridiques que cela peut impliquer et le plus souvent et de manière, on va dire, quasiment permanente, aux coûts financiers pour l'employeur. Donc tous ces enjeux-là, nous y sommes, j'ai envie de dire, sensibles
D'où l'idée pour nous d'essayer d'œuvrer le plus en amont possible. Finalement, évaluer ce risque de manière précoce va nous permettre de prendre en charge ces salariés et d'aboutir plus fréquemment, de manière plus efficace, à des solutions acceptables, parce que ce déploiement de plans de retour à l'emploi prend du temps. On a besoin d'aller sur site, de faire des études de poste, de rencontrer l'employeur, parfois de compléter les bilans médicaux, mais également de faire des rencontres avec des partenaires qui peuvent nous aider à compenser, par exemple, un handicap ou à permettre une transition professionnelle. Bref, tous ces contacts nécessitent du temps, d'où, une fois de plus, cette nécessité de déceler très tôt et de définir des indicateurs de risque de désinsertion professionnelle. Alors aujourd'hui, les services, et nous allons le voir avec mon confrère, ont développé des cellules de prévention de la désinsertion professionnelle. Nous sommes en capacité de prendre en charge ces salariés et de les accompagner au mieux, en lien toujours, bien sûr, avec l'employeur. Merci beaucoup. Peut-être une précision avant de parler des cellules de la prévention de la désinsertion professionnelle. Monsieur Griva, cet axe de prévention de la désinsertion professionnelle, peut-être un petit mot sur la cible. Est-ce qu'on est plutôt sur de la TPE, de la PME, de la grande entreprise voilà. Quelle est la cible prioritaire? Oui, merci. Effectivement, pour nous, service de santé au travail, la cible prioritaire étant les petites et moyennes entreprises. Nous savons par expérience que la grande entreprise a déjà tous les dispositifs mis à disposition, voire même accompagnés par les institutionnels qui sont dans le maintien dans l'emploi. Pour autant, la toute petite entreprise est très démunie face, on va dire, à ces problématiques-là. D'où la nécessité de nos services de santé au travail d'être dimensionnés et organisés justement pour répondre aux besoins des toutes petites entreprises. Et ça, c'est un enjeu pour nous pour l'avenir et c'est un enjeu, on va dire, stratégique pour les services de santé au travail. Merci beaucoup. Donc, docteur Arrivozon, le docteur Griffaton les évoquait il y a quelques instants. L'offre socle prévoit le déploiement de cellules de prévention et de désinsertion professionnelle au niveau des services de santé au travail, qu'elles soient propres aux services ou mutualisées sur les territoires. Est-ce que vous pouvez nous préciser en fait de quoi il s'agit? Oui, alors, je tiens à préciser que les médecins du travail ont toujours réalisé du maintien dans l'emploi et de la prévention de la désinsertion professionnelle. Sauf que on est devant des situations maintenant de plus en plus compliquées avec des besoins particuliers. Du coup, ces cellules de maintien dans l'emploi qui sont des interfaces pluridisciplinaires qui sont mises en place dans les services ou en groupement de plusieurs services nous permettent de donner des solutions à des salariés qui sont dans des situations vraiment très complexes. Ces cellules, elles sont constituées de plusieurs métiers. Il y a des médecins du travail, des infirmiers en santé au travail, des ergonomes, il y a des assistantes sociales, des psychologues du travail. Toutes ces personnes-là n'ont qu'un seul but, c'est essayer de garder les salariés au travail. Alors, pas forcément dans le travail qu'ils exercent actuellement, mais de leur offrir des solutions de réorientation ou de reclassement professionnel. Ces cellules, bien sûr, sont en contact avec les employeurs pour pouvoir éventuellement élaborer des plans de retour à l'emploi ou de reclassement professionnel, mais avec les partenaires que nous avons, qui sont Cap Emploi, Pôle Emploi, les CPCM, etc., nous permettent aussi de prévoir un retour dans un autre emploi éventuellement. Monsieur Griva a parlé des essais encadrés, il y a d'autres solutions avec la sécurité sociale. Tout ça nous permet de garder les salariés à l'emploi alors même que leur état de santé ne leur permet plus d'exercer leur activité professionnelle actuelle. Les cellules optimisent la qualité et l'efficacité des plans d'action que nous mettons en place et le seul objectif, c'est de rechercher ensemble des solutions permettant le maintien dans l'emploi des salariés. Très bien, merci beaucoup. Avant de passer donc aux questions des participants, je vous précise que vous pouvez retrouver pour plus d'informations sur les services qui sont proposés dans cette offre socle, nos fiches pratiques qui sont à télécharger sur le site présence-pacacorse.org à la rubrique ressources. Vous pouvez également scanner le QR code qui apparaît à l'écran. Et évidemment, je vous invite à vous rapprocher de votre service de prévention et de santé au travail interentreprise. Donc, vous pouvez retrouver les coordonnées à la rubrique de réseau si vous avez besoin de précision.
Également, donc le replay et le support de ce webinaire seront disponibles d'ici quelques jours dans la semaine sur notre site internet à la rubrique ressources. Et maintenant, donc nous allons passer à vos questions. Alors, là, une question peut-être pour un de nos médecins sur le rendez-vous de liaison. Est-ce que l'employeur a l'obligation de le proposer aux salariés en AM, je suppose en arrêt maladie? Oui, c'est une obligation de l'employeur. Dès qu'un de ses salariés a plus d'1 mois d'arrêt, il doit lui proposer le rendez-vous de liaison. Par contre, le salarié n'est pas obligé de l'accepter. Très bien. Merci beaucoup. Et alors, oui, c'est la même question puisque c'était sur visite de liaison, donc c'était le rendez-vous de liaison, cette question. Alors, une autre question sur les visites de mi-carrière. Est-ce qu'elles sont obligatoires et est-ce qu'elles sont à l'initiative de l'employeur ou sur demande du salarié? Est-ce que qui veut répondre? Peut-être docteur Griffaton? Oui, alors ces visites, les textes prévoient qu'elles soient organisées à l'initiative du service de prévention ou de l'employeur ou du salarié. Donc, je pense que si l'un n'a pas déclenché cette visite, eh bien les autres peuvent en faire la demande. Donc, effectivement, elle fait maintenant partie des visites qui sont alors obligatoires. Très sincèrement, j'ai un petit doute. Est-ce qu'un salarié peut refuser de venir faire son bilan de mi-carrière, cette visite de mi-carrière? En tout cas, on doit la proposer. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à répondre sur le caractère obligatoire des salariés? J'avoue faire part de mon doute. Voilà, je reviens sur ce côté-là. En effet, c'est une visite dite périodique, comme toutes les visites, à l'exception de la visite de pré-reprise. Elles ont un caractère obligatoire pour le salarié. Il ne peut s'y soustraire, sauf à s'exposer à des risques disciplinaires, à l'occurrence. En effet, d'un point de vue, on va dire, logistique et organisationnel, vous savez que les visites périodiques, c'est souvent, même si ça reste toujours de la responsabilité de l'employeur de vérifier l'effectivité du suivi, il n'empêche que vos services de santé au travail suivent les périodicités. Donc, au même titre que les visites périodiques, c'est votre service de santé qui va vous pousser à un moment donné, puisqu'on peut organiser cette visite mi-carrière à partir de la 43e année lors de la visite périodique normale pour éviter d'avoir à faire 2 visites trop rapprochées. Donc, souvent, ça va être vos services de santé au travail qui va pousser, j'allais dire, l'initiative et vous proposer une visite mi-carrière entre 43 et 45 ans. Très bien, merci beaucoup pour la précision. Alors, le rendez-vous de liaison qui suscite pas mal de questions, que c'est nouveau. Est-ce qu'il faut garder une traçabilité de ce rendez-vous? Donc, je vois Madame Magnan qui hoche de la tête. Oui, le texte est bien clair sur enfin, je vous conseille fortement de le faire en tout cas par écrit, par mail, pas forcément par téléphone en tant que tel. Surtout qu'à partir de certains seuils, je ne sais pas s'il y a des entreprises de plus de 250 salariés, mais je rappelle aussi que le référent handicap peut participer, donc c'est important de bien informer aussi le salarié. Donc, une trace écrite, c'est beaucoup mieux, surtout que le texte sur le rendez-vous de liaison marque bien l'obligation, en tout cas de l'employeur, d'informer le salarié que le rendez-vous de liaison existe. Donc voilà, pour être sûr que vous avez bien satisfait cette obligation, je vous conseille l'écrit ou le mail. D'accord. Toujours alors sur ces visites, la visite post-exposition, est-ce qu'elle doit avoir lieu en cas de départ du salarié en dehors du cadre d'un départ à la retraite? Qui veut répondre? Docteur Arrivozan? Et en théorie, elle doit être réalisée dès que le salarié n'est plus exposé aux produits chimiques dangereux ou à des conditions particulières qui donnent le droit pour le salarié à une visite post-exposition. D'accord, très bien. Une question, donc, est-ce qu'il y a une limite d'intervention par entreprise? Y a-t-il des facturations complémentaires sur l'ensemble de ces services qui sont proposés aux entreprises? Je peux répondre, Sandrine? Allez, oui, alors ça dépendra effectivement à la fois de l'offre complémentaire de vos services de santé au travail. Dans l'offre socle, vous avez un nombre de services qui est, on va dire, listé dans le règlement intérieur de vos services pour lequel vous adhérez.
tout est marqué. Si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas à répondre, à appeler vos services de santé au travail pour savoir si l'action que vous demandez fait ou pas partie de l'offre de base ou complémentaire. D'accord. Merci beaucoup. Oui, allez-y, madame. Chaque service doit rendre lisible justement son offre socle. Voilà, au travers par Internet, dans leur, voilà, ça doit être accessible en tout cas en termes de visibilité. Donc, je vous rappelle que vous pouvez retrouver les coordonnées, donc notamment les sites internet de vos services de prévention et de santé au travail sur notre site présence-pacacorse.org si jamais vous avez un doute sur ça. Alors, il me semble qu'on a peut-être répondu, mais oui, hein, sur la visite de mi-carrière, donc ça aussi. Alors, celle-là, est-ce que le rendez-vous de liaison doit être proposé à chaque arrêt d'un mois ou bien par exemple à l'embauche? Alors, je rappelle juste le fondement de ce rendez-vous de liaison, pourquoi il a été créé. C'est quelque chose que Présence a souhaité comme innovation. Jusqu'à présent, pendant un arrêt de travail, donc c'est pour ça que l'embauche, ce n'est pas le sujet en fait, puisque pendant l'arrêt de travail, le salarié son contrat est suspendu, c'est-à-dire qu'il n'est plus sous l'autorité de l'employeur. Au travers de cette phrase, globalement, souvent les avocats et les juristes déconseillaient justement à l'employeur de prendre contact auprès de ce salarié qui pourrait être éventuellement mal vécu, etc. Or, d'un point de vue santé au travail, facilitation de la reprise, on sait très bien que l'absence de dialogue est justement pas un facteur clé de réussite, mais justement un facteur clé d'échec. Donc, le fait d'avoir posé un cadre légal à ce que l'employeur puisse reprendre contact avec son salarié pendant son arrêt de travail, c'est ça le cadre. L'idée, c'est de recréer le dialogue, réexpliquer aussi que le salarié peut bénéficier d'une visite de pré-reprise, tout ça pour faciliter une reprise. Ou plutôt, le salarié, le médecin et l'employeur savent comment faire la reprise du travail, elle sera plus performante et plus utile. Parce que le jour de la reprise, que ce soit le médecin du travail qui découvre un dossier ou l'employeur s'il doit mettre en place des aménagements, c'est très compliqué. Donc oui, pour tout arrêt supérieur à un mois, au vu de comment c'est écrit, je vous conseille à chaque fois, dès lors que votre salarié a plus de 30 jours, de le proposer. D'accord, c'est très clair. Une question, alors une personne qui visiblement doit mettre en place un protocole de prévention des TMS dans son entreprise, mais qui n'a pas la personne ressource pour faire ça dans l'entreprise, demande comment est-ce qu'elle peut faire. Est-ce que l'offre socle prévoit d'accompagner l'entreprise sur ce point-là? Là aussi, hein, même réponse. L'ensemble. Alors, on est là pour accompagner les entreprises. Pour autant, on est là aussi pour mutualiser, on va dire, l'ensemble de nos services pour le plus grand nombre. Bien évidemment, si l'accompagnement nécessite un grand temps, on sera là juste pour conseiller et accompagner l'entreprise à choisir le bon interlocuteur pour l'accompagnement. Mais si le service de santé au travail devait accompagner l'entreprise, à ce moment-là, en fonction des services, ça sera sur de l'offre complémentaire. D'accord. Alors, il y a une question qui est très précise, mais peut-être qu'un des médecins peut apporter une réponse. Est-ce que c'est au médecin du travail de décider du pourcentage d'un mi-temps thérapeutique s'il n'y a pas eu de précision de la part du médecin traitant? Oui, je peux apporter ma réponse. Le rôle du médecin du travail dans le cadre d'une reprise à temps partiel pour raisons thérapeutiques, c'est vraiment d'aménager au mieux les modalités de cette reprise et d'échanger avec l'employeur par rapport à des préconisations. Alors, ce pourcentage, en fait, c'est bien le médecin du travail qui va pouvoir le fixer puisque le médecin traitant ou spécialiste reste prescripteur du temps partiel thérapeutique, mais il le prescrit comme il prescrit finalement une prolongation d'arrêt en cochant sur le document CERFA la ligne qui convient bien. Mais il n'y a pas de texte libre à ce niveau-là. Donc, c'est bien le médecin du travail qui, au vu des éléments de santé et des caractéristiques du poste, va discuter avec le salarié de ses capacités actuelles à travailler, à occuper le poste et des besoins de repos pour les soins. Donc, c'est comme un arrêt partiel. Mais c'est bien le médecin du travail qui définit les modalités d'organisation de cette reprise dans des conditions un petit peu particulières. D'accord.
Alors, il y a pas mal de questions donc sur les visites de reprise, de pré-reprise. Peut-être, alors c'est bien, même si on l'a déjà dit, mais quand un salarié est en arrêt maladie long, est-ce que du coup il faut faire ces 3 visites, rendez-vous de liaison, visite de pré-reprise et visite de reprise? Ça dépend. En fait, ce ne sont pas les mêmes rendez-vous. Le rendez-vous de liaison, c'est un rendez-vous avec l'employeur et éventuellement le service de santé au travail. La visite de pré-reprise, c'est une visite médicale entre le salarié et le médecin du travail. Donc, il y a des choses qu'on ne dit pas dans un rendez-vous de liaison et qu'on va dire en visite de pré-reprise. Les deux, par contre, visent à prévoir une reprise dans les meilleures conditions possibles pour que l'employeur puisse être alerté d'une possibilité de devoir aménager le poste ou ce genre de choses. Donc, au plus tôt c'est fait et au mieux ça peut se préparer. Mais ce sont deux choses différentes. Le rendez-vous de liaison, c'est vraiment, en théorie, donner toutes les informations à disposition du salarié. La visite de pré-reprise, on va examiner la personne et on va voir quelles sont les possibilités vraiment physiques de reprendre son poste avec éventuellement les aménagements qu'on va pouvoir préconiser à l'employeur. Et la visite de reprise, par contre, sera obligatoire dès qu'il y a plus de 60 jours d'arrêt pour un arrêt maladie et 30 jours pour un accident du travail. Oui, peut-être pour compléter simplement, donc le rendez-vous de liaison, parce que c'est pas toujours très clair pour les uns et les autres, le rendez-vous de liaison, nous, service de santé, nous sommes entre guillemets invités, mais c'est bien un temps de rencontre entre l'employeur et son salarié. Donc, ce n'est pas une visite médicale, ça se passe pas dans nos locaux, mais nous pouvons venir justement en accompagnement, en conseil pour apporter de l'information. La visite de pré-reprise, c'est un vrai entretien dans nos cabinets médicaux ou avec un médecin ou aujourd'hui avec une infirmière sous protocole. Donc, c'est bien une visite. Et quoi qu'il en soit, la visite de reprise reste une visite obligatoire que devra organiser l'employeur, en tout cas qui sera demandée par l'employeur à l'issue d'un arrêt maladie long ou d'accident de travail. Juste pour résumer, le rendez-vous de liaison, il faut qu'au moins l'employeur le propose. En effet, c'est dans ses locaux. Il faut au moins qu'il promeut la visite de pré-reprise. La visite de pré-reprise n'est pas une obligation. C'est le salarié peut la solliciter comme son médecin traitant ou médecin conseil, mais tout le monde, nous sommes d'accord qu'il vaut mieux anticiper et le faire avant. Et la visite en effet de reprise, et le médecin, vous l'avez encore bien repositionné, est vraiment une visite obligatoire en tant que telle organisée dans les 8 jours ou dès lors que vous avez connaissance de la fin de l'arrêt. Ok, merci beaucoup. Sur la visite de mi-carrière, si le salarié a plus de 45 ans mais n'a pas effectué cette visite de mi-carrière, est-ce qu'on doit la faire a posteriori? Je vois le docteur Rivaudon qui dit non. Non, malheureusement, c'est pas prévu. Comme a dit Madame Magnan, on peut la prévoir entre 43 et 45 ans pour pouvoir la cumuler avec une visite périodique, mais passé 45 ans, malheureusement, la loi, elle n'est pas rétroactive. D'accord. Après, oui. je rappelle toujours la visite à la demande, c'est-à-dire au-delà de pour comprendre l'idée de la visite mi-carrière, c'est d'essayer toujours d'anticiper les problématiques de santé pour permettre autant aux salariés ou à l'employeur de pouvoir trouver des solutions de maintien dans l'emploi ou dans ce poste-là, et notamment vers le salarié sur les questions aussi de ses compétences, de l'évolution de ses compétences. C'est pour ça qu'ils ont fixé ces 45 ans, on va dire mi-carrière, on se pose des questions sur qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je peux faire dans l'avenir pour que certaines solutions qui prennent du temps puissent être mises en œuvre. Donc c'est ça déjà, il faut en comprendre l'esprit en tant que tel. Toutefois, je vous rappelle qu'il y a toujours un levier qu'a l'employeur, c'est ce qu'on appelle la visite à la demande. C'est-à-dire dès lors qu'on pressent qu'il y a une problématique entre la compatibilité entre l'état de santé et le poste de travail, j'allais dire quel que soit l'âge, n'hésitez pas à solliciter votre médecin du travail en lui faisant aussi part du pourquoi vous avez des interrogations. D'accord. Juste du coup, pour compléter sur la visite de mi-carrière, est-ce qu'il y a une attestation qui est délivrée à l'issue de cette visite? Oui. C'est oui. Oui, c'est pas un avis médical rendu, c'est une attestation comme quoi cet entretien de mi-carrière a bien eu lieu. D'accord. Alors, une question sur le document unique maintenant, mais bon, c'est peut-être un paramètre sur lequel on n'a pas la main, mais une question sur la plateforme qui doit être mise en ligne pour déposer les documents uniques. Voilà, la question est quelle va être cette plateforme?
Le texte de loi précise en effet à partir du 1er juillet 2023 pour les entreprises de plus de 150 que c'est à la charge des branches professionnelles qu'elles doivent mettre en place ce coffre-fort numérique et ensuite pour le 1er juillet 2024 pour les autres. Ce coffre-fort numérique doit répondre à certaines conditions qui, je crois d'ailleurs, ne sont pas encore publiées à ce jour, enfin, sauf si Jean-Philippe Krivat, tu me dis qu'il y a eu des infos, mais je n'ai absolument aucune information sur l'état d'avancement de ce sujet. Mais il n'empêche qu'à depuis la parution du décret en 2022, toute entreprise doit de toute façon conserver de manière en tout cas numérique toutes les versions de son DERP depuis le 1er avril 2022. D'accord. Je reviens sur la visite post-exposition. Une personne qui s'interroge en fait sur le temps limite pour réaliser cette visite de post-exposition suite à l'exposition. Et avec une deuxième question dans la question, comment tenir compte des effets chroniques liés à une exposition à des produits chimiques, par exemple? C'est toute la difficulté de ce genre de visite. En fait, il faut que le salarié, l'employeur nous donne les produits auxquels le salarié a été exposé. En règle générale, on a des fiches de données de sécurité qui nous permettent de savoir le risque pour le salarié. Et à partir de ces renseignements, on peut envisager une surveillance sur le long terme. Mais le plus difficile, c'est de vraiment savoir à quoi a été exposé le salarié. D'accord. Alors, une question sur l'accompagnement des services de prévention et de santé au travail. Une personne qui demande si les entreprises peuvent être accompagnées sur la pénibilité. Là aussi, toujours la même réponse. Bien évidemment, on va pouvoir accompagner, si demain cette activité-là ou ce conseil-là, cet accompagnement rentre dans le périmètre des services de santé au travail, je crois. Il y aura deux façons de le faire. Soit on le fera de façon collective, et à ce moment-là, bien évidemment, ça fera partie de nos offres, et de façon collective, on accompagnera les entreprises à la méthode et à l'accompagnement. Après, si ça doit être un accompagnement individuel, je pense que ça fera partie, là encore, des services que pourront développer les services de santé au travail qui mettront sûrement à l'offre complémentaire. D'accord. Sur la visite à la demande, une question très pratique, à savoir qui paie la visite à la demande et est-ce qu'il y a une obligation d'avertir la direction? Je prends la chose, donc les visites à la demande font partie de l'offre socle. Ça doit faire partie de, j'allais dire, voilà, peu importe, j'allais dire, le nombre de visites dites réglementaires qui ont toutes été dites, qu'elles soient à l'embauche périodique, à la demande, pré-reprise, etc. Ça fait partie de l'offre socle et ça ne doit pas générer une facturation complémentaire. En tout cas, c'est l'esprit de la loi. La deuxième sous-question de cette visite à la demande, alors, gros débat sur depuis peu, puisque le décret sur l'offre socle a rajouté une petite phrase en ce qui concerne la visite à la demande du salarié, puisqu'il est bien précisé que le salarié, l'employeur, le médecin du travail peut demander une visite à la demande. Dans ce décret du 25 avril 2022, il y a une petite phrase qui est bien précise que le salarié, en effet, peut demander une visite à la demande, mais on clarifie, mais c'est bien clarifié qu'il doit en fait la solliciter auprès de son employeur sans en expliquer le motif et les raisons. Et si l'employeur ne répond pas, enfin, s'il y a carence de l'employeur, à ce moment-là, en effet, le salarié peut se saisir directement de son service de santé au travail. Mais de toute façon, le service de santé, de prévention et de santé au travail doit en informer l'employeur. Globalement, l'esprit, c'est quoi? C'est toute visite, de toute façon, doit être faite dans le temps de travail ou rémunérée comme telle, à l'exception de la visite de pré-reprise qui se fait en arrêt, pendant l'arrêt de travail en tant que tel. Et toute visite doit faire l'objet d'une attestation ou d'un avis en tant que tel. Donc, depuis le 25 avril 2022, en effet, s'il y avait certaines pratiques que faisaient certains services de santé assez disparates parce que c'était un peu flou, laisser prendre ces rendez-vous à la demande. Au regard, en tout cas, de ce nouveau décret, le salarié doit en tout cas s'adresser à son employeur. D'accord. On sort des visites pour parler de la fiche d'entreprise. Est-ce que l'actualisation de la fiche d'entreprise est comprise dans l'offre socle? Oui, c'est compris dans l'offre socle, oui. Là, c'est clair.
Pour rester sur l'évaluation des risques, le document unique est-il obligatoire pour un centre hospitalier public? Fonction publique. Qui veut se lancer? Notre domaine, c'est le privé. Alors, la fonction publique, un peu de mal, mais… J'ai envie de dire oui, Je dirais oui. surtout pour les hôpitaux. Très bien. Après, on a beaucoup de questions en fait qui ont déjà été posées. Mais on prend la question quand même sur la fonction publique et on répondra par écrit. Ça sera mieux. D'accord. Ouais, je dirais spontanément oui, hein, spontanément oui. La fonction publique pure et dure d'État, je ne suis pas très bonne, hein, tout ce qui est vraiment fonction publique d'État. Mais j'ai envie de dire que la territoriale et l'hospitalière, je dirais spontanément oui. À 99%, mais on vérifiera. D'accord. Alors, une question. C'est moi que je fais. J'ai perdu ma question. Donc, est-ce qu'il y a des actions, bon, ça c'est, M. Grivat a répondu plusieurs fois, des actions de sensibilisation collective en entreprise relatives au RPS, est-ce que c'est compris dans l'offre socle? Alors, c'est bien clair aussi que l'offre socle a bien axé aussi l'offre de prévention, en tout cas sur 3 risques majeurs, pas que, mais tout ce qui est risque chimique, RPS et TMS. Forcément, là, on est dans le cœur, en effet, mais le docteur Donat souhaitait répondre. Ou Agnès, non je ne sais pas, j'ai un commentaire, excusez-moi. Donc, ça fait bien partie de l'offre socle. Par contre, sur l'autre question qui est posée, sensibilisation à faire aux salariés sur risque cardiaque, diabète, sur les sujets de santé publique, alors, c'est un peu plus… C'est toujours un peu la grosse position des services, mais je laisserai après peut-être répondre les médecins du travail en tant que tels. C'est vrai qu'on aime vraiment à dire que notre rôle, c'est la santé au travail, c'est-à-dire ce en quoi le travail affecte-t-il ou pas l'état de santé des salariés, même si forcément l'environnement en tant que tel. Santé publique, c'est pas notre cœur normalement de métier. Donc, tout ce qui est risque cardiaque de manière générale, si ce n'est pas en lien avec le travail, je pense qu'en fonction de ça, vous aurez risqué d'avoir des différences entre chaque service de santé au travail. Mais je laisse peut-être nos médecins répondre à cette question. Alors oui, c'est vrai que bon, nous avions jusque-là une mission exclusive de prévention des risques professionnels. Et finalement, la loi de 21 nous a quand même ouvert et nous attend encore plus quand même sur des champs de santé publique. Alors, la difficulté pour nous est de prioriser, puisqu'on sait que les ressources en temps médical, infirmier et dans les équipes n'est pas toujours à la hauteur des missions à accomplir. Donc, il faut prioriser. Effectivement, on préfère dans un premier temps aider l'employeur à évaluer ses risques professionnels et à déployer des mesures de prévention adaptées. Maintenant, si, par exemple, dans une entreprise, il y a du travail de nuit, on viendrait volontiers, en tout cas nous au niveau de notre service, faire une intervention sur travail de nuit et alimentation, par exemple. Donc, l'idée, c'est toujours de relier ces thèmes de santé publique à une réalité de terrain. Et donc, on arrive comme ça à mêler santé publique et travail, mais comme le dit Madame Magnan, c'est vrai que notre focus initial, c'est quand même l'environnement de travail et le risque professionnel. Ok, merci. Une précision aussi peut-être à rappeler sur la fiche d'entreprise dont on parlait tout à l'heure, elle doit être refaite à quelle échéance? Maximum 4 ans. Voilà. Alors, il y a une question aussi un peu précise pour les médecins du travail, mais peut-être que la personne peut se rapprocher de son service de prévention et de santé au travail, mais bon, je la pose quand même si on peut lui apporter quelques éléments de réponse. Pour savoir, pour un salarié qui souhaite une reprise à mi-temps thérapeutique, quelles sont les démarches à suivre pour mettre en place ce mi-temps thérapeutique? Il doit au préalable en alerter son employeur, puisqu'il faut quand même que l'employeur puisse lui permettre de travailler à temps partiel thérapeutique. C'est pas toujours possible.
Et dans ces cas-là, l'employeur répondra par la négative. Mais une reprise à temps partiel thérapeutique, elle doit avoir l'acceptation de la sécurité sociale et de l'employeur. On ne peut pas reprendre comme ça à temps partiel thérapeutique sans que les différentes parties n'aient pas été au courant et soient d'accord. Ok, merci. Une question d'une personne qui souhaite savoir quand donc il a des salariés qui sont dans l'entreprise depuis 2 ans, comment savoir s'ils ont passé leur visite chez leur ancien employeur? Traçabilité des visites. Bonne question. Alors, il n'y a pas un fichier national sur l'ensemble des visites. Non. Ça, c'est une chose en tant que tel. Voilà. Donc, si c'est par le même service de santé au travail, c'est une chose. Ce qu'on vous invite à faire, c'est demander au salarié s'il a passé sa visite et de vous d'ailleurs vous transmettre cette attestation. Parce que même entre services de santé, c'est pas aussi simple en termes de transfert de données d'ailleurs, s'il n'y a pas l'accord du salarié en tant que tel. Donc, on vous invite de poser la question à votre salarié et ensuite, vous le transmettez aussi à votre médecin du travail en disant voici le dernier avis ou dernière attestation. À défaut, votre service de santé au travail fera réaliser la visite à l'embauche. D'accord. Ok, merci beaucoup. On va peut-être prendre une dernière question. Alors, une question, c'est pas forcément sur l'offre socle, mais sur la préconisation du télétravail. Est-ce que le médecin du travail peut préconiser le télétravail? Ça fait partie des champs pour aménager le poste de travail. Après, encore une fois, pour un aménagement du poste de travail, il faut l'acceptation de l'employeur. Donc, il faut qu'on en ait discuté au préalable. C'est pour ça que la visite de pré-reprise est importante, puisqu'on peut discuter en amont avec l'employeur des conditions de reprise. Ok, très bien. Je prends une dernière question. Après, on arrivera sur le temps imparti. J'en prends deux. Ben allez-y. J'en prends juste deux assez rapides. Est-ce que la visite de pré-reprise est à l'initiative du salarié? Oui, globalement, et globalement, c'est 50%. Soit la demande du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil. Médecin traitant, on en voit rarement, mais oui, justement, ce n'est pas l'employeur qui peut la demander. Juste une petite question sur la question des normes et des vérifications en tant que telles, qu'on se positionne bien. Il y a en effet, l'employeur a des obligations de vérification de certains équipements, que ce soit l'électricité, la luminosité, etc. Nous ne sommes pas certifiés sur ce genre de choses. Par contre, les équipes peuvent faire de la métrologie qui permet en effet de voir d'un point de vue éclairage, de la luxométrie pour vérifier en effet les intensités en tant que telles, mais ça ne rentrera pas dans le champ de la vérification réglementaire pour ceux qui sont assujettis à. On fait plein d'autres types de métrologie, et je tiens à bien préciser que tout ce qui est contrôle réglementaire, il faut être certifié pour certaines choses, mais nous faisons en effet de contrôle de température, de lumière, de polluants aussi. Mais selon certains polluants, il faut que ce soit aussi un organisme agréé en tant que tel. Et ça donne déjà une bonne indication et un premier niveau de rapport et de préconisation. Voilà pour ce sujet qui est quand même important, notamment sur les polluants. Ok, très bien. Ben, écoutez, on arrive à la fin du webinaire. Donc, pour les questions auxquelles on n'aurait pas répondu, je vous invite à vous rapprocher de votre service de prévention et de santé au travail. Pour avoir plus de précision. Je vous rappelle que vous retrouverez le replay de ce webinaire d'ici quelques jours sur notre site internet. Quand vous allez vous déconnecter, vous aurez un petit questionnaire de satisfaction qui prend quelques instants. Donc, merci d'y répondre. Ça nous permettra de nous améliorer pour nos prochains webinaires. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire régional. Merci. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir.